Bonjour, bonjour tout le monde ici présent. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Alors, nous allons commencer si vous voulez bien. Ça va, vous m'entendez? Oui, madame. Ah bon. Donc, je commence si vous voulez bien. Donc, bonjour tout le monde. Je résume un petit peu ce que nous avions fait un petit peu la semaine dernière. Nous avions vu l'introduction au marketing, hein. Et dans cette introduction, nous avons commencé par travailler, brosser un petit peu le contexte du marketing, hein, qui va valoriser justement la fonction marketing dans l'entreprise notamment, hein, et donner une importance stratégique au marketing, hein. Et nous avons vu le contexte marketing, nous avons essayé de définir, d'avancer quelques définitions du marketing, hein, où on a mis en valeur, en évidence certains concepts, certaines caractéristiques plutôt, hein. Nous avons vu par exemple que le marketing, il va se soucier de la satisfaction, on va pouvoir le mettre en parallèle avec la satisfaction du besoin, la satisfaction du consommateur avec la notion besoin du consommateur. On va le mettre avec le comportement du consommateur, voilà, et plein de souveraineté du consommateur, etc., etc. Et comment dire, création de valeur, hein. L'entreprise va créer une valeur pour le consommateur et en échange, elle va recevoir aussi de la valeur, hein. D'accord, parce qu'il y aura un flux de recettes. Alors, euh, je répondrai tout à l'heure aux questions que vous m'envoyez, hein. Alors, je continue. Donc, nous avons vu le contexte, les définitions du marketing, hein, plusieurs définitions. Et puis, nous avons essayé de brosser par la suite la démarche marketing, hein. On a vu quelque chose de très important, c'est la différence, hein. Il y a deux grandes étapes dans la démarche marketing. On va faire d'abord le marketing stratégique, hein, qui va après, par la suite, se décliner en marketing opérationnel. D'accord? Et on a vu aussi qu'il y a une certaine évolution du marketing, hein, que le marketing, plus les sociétés, les économies se développent, hein, plus le marketing aussi va évoluer, va innover et comment dire, et pour accompagner toujours l'entreprise et essayer de lui garantir, lui assurer euh, une performance, hein, d'accord? Voilà. Alors, donc, c'est ça un petit peu le cours de la semaine dernière. J'ai pensé je viens d'y penser, c'est pour ça que je suis un petit peu en retard pour cette séance-ci, je m'en excuse. J'ai pensé à vous donner quelques questions à la fin de chaque thème qu'on étudie, hein. J'ai répertorié un certain nombre de questions relatives à l'introduction, à la séance 1 qu'on a faite, hein, je vous les donnerai. Et maintenant, je vais faire la même chose, c'est-à-dire chaque thème, on essaiera de, comment dire, de synthétiser le thème, hein, en essayant, en vous proposant un ensemble de questions, hein, sur lesquelles, bien entendu, vous allez réfléchir, et voilà. Donc, nous commençons aujourd'hui. Alors, bien sûr, je vous ai dit oralement le plan. Je l'ai pas encore écrit, malheureusement, mais bon, vous pouvez le prendre, hein. Le cours de cette, comment dire, de cette session, de ce semestre, hein, c'est le marketing de base, hein, et il ne va pas différer beaucoup, il ne va pas beaucoup différer, pardon, par rapport au cours de l'année dernière, hein, c'est-à-dire que nous allons, comme je l'ai dit déjà, nous allons traiter le marketing opérationnel. Nous allons nous concentrer, hein,
sur le marketing opérationnel. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, ce sont les 4 P. Nous avons le produit, la politique du produit ou le management du produit, le management du prix et management de la distribution, politique de distribution, politique de communication, management de la communication. Ce sont les 4 P. Product, place, promotion, c'est-à-dire communication, et place, c'est la distribution. Donc, product, price, place et promotion, communication. Hein? On peut les mettre dans l'ordre qu'on veut, mais bien entendu, 2 grands volets principaux, fondamentaux, c'est le produit, hein, puisque toutes les autres actions vont le concerner, hein, et le prix. D'accord? 2 concepts, 2 P qui sont très importants dans le marketing opérationnel. Le produit et le prix. Voilà. Et bien entendu, les autres aussi ont leur importance, notamment la distribution et la communication. Alors, voilà, je vais vous donner aussi, voilà, j'étais en train de penser à ça, à cela aussi. Je vais vous proposer, pour la prochaine séance, vous pourrez, je vais faire une section de foire aux questions, hein, foire aux questions où vous pouvez, comment dire, me soumettre les questions qui, comment dire, les questions que vous voulez débattre ou que vous voulez travailler, hein, dans le cadre de ce cours-là. D'accord? Voilà. Alors, donc, j'essaie de boucler l'introduction. Je vous ai donné, donc, on a essayé de faire l'introduction, mais comme je le fais toujours, avant d'attaquer le thème 1, donc, je vous ai présenté le plan, même si c'est oralement, hein, plan, je le donnerai par la suite par écrit. Ce sont les 4 P, hein, mais on va aujourd'hui voir, avant les 4 P, on va quand même voir le thème 1, qui est le marché. L'objet de cette séance d'aujourd'hui, c'est d'étudier le marché, hein, qui est vraiment quelque chose de très important. Hein. On ne peut pas dire qu'on a fait le marketing de base sans avoir des notions déjà sur le marché. D'accord? Donc, on va voir ça. Mais après, ce sont les 4 P. D'accord? Voilà, c'est ça le cours de ce semestre-ci. Alors, maintenant, passons à l'évaluation. Hein. Alors, l'évaluation, comment dire, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, hein, il y a beaucoup d'étudiants, je pense, que j'avais déjà en management S2, hein, donc il y a pas c'est toujours à peu près la même chose, hein, c'est la même démarche. Hein, vous allez avoir un ensemble de polycopiés, un ensemble de documents à votre disposition. Hein. On va encore ajouter ce que je viens de vous dire, la foire aux questions. Hein. Et puis voilà, on va essayer vous allez travailler ça et puis vous allez avoir des questions, je ne sais pas quel genre ça va être, hein, ça va dépendre de l'évolution de la pandémie, hein, de la situation sanitaire, comme vous le savez. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose de mystérieux, hein. Voilà. Donc, si vous voulez bien, nous allons commencer, entrer dans le vif du sujet. Voilà, alors on va commencer. Donc, je vais chercher mon fichier. Donc, comme je l'ai dit, voilà, alors je répète, excusez-moi, j'ai tardé parce que j'étais en train de faire un schéma que je trouvais intéressant à vous présenter, hein, qui figurait pas dans le fichier de l'année dernière. Donc, comme je l'ai dit, nous allons traiter le marché. Hein, parce que comme vous le savez, et je vous l'ai dit, le marché, dans le terme marketing, hein, vous avez, comme on dit, le radical, hein, c'est market. Market, c'est marché. D'accord? Donc, on ne peut pas dire qu'on va faire le marketing si on a, c'est un passage obligé de savoir qu'est-ce que c'est que le marché. Puisque c'est, comment dire, ça va être, comment je vais dire, vous pouvez le dire vous-même, hein, la destination, hein,
de l'activité de l'entreprise. Hein. L'entreprise, elle va essayer de produire quelque chose. Bien entendu, le marketing commence, il est bien en amont, hein, avant, comme je l'ai dit, le cycle de production. Elle a déjà fait le marketing, hein, notamment stratégique. Hein. Elle a décidé du produit, elle va fabriquer, mais au final, c'est le marché qui va sanctionner, hein, comment dire, les résultats de l'activité. Est-ce que le produit va bien être accepté? Est-ce que c'est un produit comment dire, qui intéressant, hein? Intéressant sur le plan des résultats, c'est-à-dire des ventes, de la notoriété de l'entreprise, etc., etc. C'est le marché qui va sanctionner euh, les résultats de l'activité de l'entreprise. Est-ce que ce produit va être accepté? Comment on va le voir? Comment on va le voir? La cible à laquelle est destiné ce produit. Hein? Comment va-t-elle le percevoir? Est-ce que c'est comment voilà? Donc c'est cela. Donc j'avance. Hein? Donc le marché. Alors donc alors pour situer, j'essaie toujours de situer le thème par rapport euh, à l'ensemble. Hein. Si on avait à situer le marché, c'est sûr que c'est au tout début de l'étape marketing. Hein. Alors là, j'avais donné en introduction un schéma très important, hein, où j'ai essayé de vous expliciter, qui explicite la démarche marketing. Vous voyez que la démarche marketing, si vous reprenez ce fichier, vous allez voir que la démarche marketing, c'est d'abord le diagnostic. On commence par faire un diagnostic. Hein? Et ça, je crois que vous l'avez appris aussi en stratégie. Donc, on fait un diagnostic. On analyse interne et analyse externe. Hein? D'accord? Et après ce diagnostic, et dans cette phase justement du diagnostic, eh bien, c'est l'analyse du marché. Figure l'analyse du marché. C'est pour ça qu'on dit c'est une phase analytique. Bon, il y a certains auteurs qui disent que il y a d'abord l'étude comment dire, étude de marché, étude de l'environnement, et puis après il y a la phase analytique, l'analyse du marché. D'accord? En tous les cas, après l'analyse de l'environnement, des opportunités, des menaces, l'analyse SWOT, le diagnostic stratégique, on fait une analyse du marché. Pourquoi? Hein? Eh bien, ici, on va analyser le marché et l'environnement. Alors, quand on analyse le marché, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire, on voit ce qu'il y a dans. Bon, donc j'essaie de lire la diapo parce que pour ne pas embrouiller les choses, les études portent sur le marché, hein, d'accord? Le marché, comme vous le savez déjà, c'est l'offre, la demande, par exemple. Hein. C'est les intervenants sur le marché, ça peut être la structure du marché, est-ce qu'il y a une seule entreprise face à un ensemble de consommateurs, vous savez, c'est le monopole, sinon il y a la concurrence monopolistique, l'oligopole, etc. C'est aussi ça, hein, le marché. Mais c'est aussi les acteurs. On va analyser le consommateur, hein, notamment ce que je vous avais dit l'autre fois. Il y a un thème très important qu'on n'a pas le temps de traiter, mais j'ai les fichiers si vous le voulez, si vous les demandez. Le comportement du consommateur. D'accord? On va faire voir, on va analyser aussi l'entreprise, hein, c'est les diagnostics, les atouts, en essayant de voir, comment dire, les atouts et les faiblesses. Hein, d'accord? C'est l'analyse SWOT, c'est-à-dire opportunité, menace, force, faiblesse. Hein? Donc on essaie de voir tout ça. Et aussi, mes études, c'est un ensemble d'outils, des études de marché. Hein, vous allez avoir des études de marché, diagnostic stratégique, SWOT, on va faire des sondages, des études de terrain, etc., etc. Ça, c'est l'analyse qui précède
comme je l'ai marqué ici, avant de prendre toute décision stratégique. C'est l'analyse très détaillée, multidimensionnelle, qui va concerner, qui va essayer de balayer la sphère de l'environnement externe et l'environnement et la situation de l'entreprise en interne, hein, pour décider de ce qu'on va faire, décider de l'activité de l'entreprise, hein, de passer au marketing stratégique qui est, comme je vous l'ai dit, segmentation, ciblage, positionnement. Hein. La segmentation, ça fait partie aussi de l'étude, hein, c'est l'analyse. La segmentation, j'analyse les segments, j'analyse la population, hein, pour ensuite décider d'une cible et décider d'un positionnement de mon produit pour cette cible-là. Hein, c'est ça. Donc, c'est ça. Ça, c'est pour vous situer le marché. Il est vraiment en amont du marketing. Ça va? Et bien entendu, l'analyse du marché, c'est aussi, c'est pas que j'analyse la situation actuelle, j'essaie aussi de me projeter dans le futur, de voir comment va évoluer, comme je l'ai dit l'autre fois, le comportement du consommateur, quels sont les produits qui vont disparaître, qui vont devenir obsolètes, quelles sont les innovations majeures du point de vue technologique qui risquent de, comment dire, que l'entreprise va obligatoirement devoir assimiler, hein, introduire dans son cycle de production, etc., etc. Voilà. Hein. Donc, c'est ça. Alors, je passe, si vous le voulez bien. Donc, voilà. Alors, est-ce que vous suivez? Et est-ce que vous m'entendez bien déjà? Je peux avoir des Madame. personnes. Est-ce que vous suivez? Oui, madame. Ah, ben ça va. Merci, parce que... Alors, attendez, je reprends le... Je ne sais plus où il est passé le fichier. Voilà. Donc, voilà, l'objectif de ce thème 1 qu'on va boucler aujourd'hui, hein, c'est définir le marché. Qu'est-ce que ça veut dire, le marché? Mais vous allez dire, mais qu'est-ce que donc le marché? Hein? Qu'est-ce que donc le marché? Hein? Vous avez déjà une notion parce que vous avez fait de la microéconomie. Hein? Donc, voilà, le marché, c'est-à-dire à travers ses composantes, sa structure, etc., etc. Puis, quand on l'a défini, il y a forcément une analyse, on va essayer de le mesurer. Hein. On va parler il y a un ensemble d'indicateurs qui vont nous permettre, qu'on va surveiller, hein, qui vont nous assurer le suivi du marché. Et quand on dit suivi du marché, c'est aussi, c'est comme c'est marqué ici, la surveillance de l'environnement. Ça va faire partie de ce qu'on appelle, dans le jargon des économistes et des gestionnaires, la veille stratégique. Veiller stratégique. Hein, on veille, on surveille de façon stratégique, hein, de façon réfléchie, de façon très approfondie, tout ce qui se passe dans l'environnement. D'accord? Voilà. Donc, ça veut dire qu'on va cerner le marché, hein, notamment après ce cours-là, cette séance-là. 2, vous devez être en mesure de savoir définir le marché et de savoir le mesurer, hein, de cerner le marché, le caractériser et expliquer pourquoi c'est si important de surveiller l'environnement. Pourquoi la veille stratégique est fondamentale dans le contexte actuel. Hein, c'est ça. Et elle est fondamentale en termes, comment dire, dans la perspective de faire une stratégie, hein, de décider de la stratégie de l'entreprise, et elle est fondamentale dans la perspective de décider du marketing, hein, de prendre les décisions qu'il faut, qui vont engager l'entreprise
dans le moyen et long terme, c'est-à-dire de construire le marketing stratégique, d'établir la stratégie marketing, hein, sachant que la stratégie d'entreprise, elle s'emboîte avec la stratégie marketing. Hein. La stratégie marketing fait partie de la stratégie d'entreprise. D'accord? Alors, je continue. Donc, on va commencer. Alors, s'il y a un plan à vous dire, c'est d'abord, on va traiter les principes clés. Hein. Comme toujours, hein, quand on cherche à définir une notion, on va essayer d'aborder les principes, hein, essayer de faire le général. Après, on va passer à la méthode, hein, où on va justement définir le marché. Et puis, on va essayer de voir le contenu du marché, hein, les composants du marché. Par la suite, essayer de voir comment on le mesure. Ça va? Donc, c'est ça, c'est ce fichier-là. Donc, je reprends. Donc, on est là pour les principes. Alors, comme vous le savez, on dit que en marketing, c'est un peu différent de la définition théorie économique. Hein? En microéconomique, on vous a dit que le marché, c'est le lieu de rencontre, hein, de l'offre et de la demande. Hein? Vous allez avoir des agents qui vont l'agent économique entreprise va offrir un produit sur le marché et de l'autre côté, vous allez avoir l'agent consommateur, sinon entre l'agent économique entreprise ou producteur. Et de l'autre côté, vous avez le consommateur qui va essayer comment dire, essayer d'acquérir par l'échange sur ce marché-là l'offre d'un certain bien. D'accord? Voilà, c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande, entre le producteur et le consommateur. Ça va? Mais en marketing, c'est plus subtil. Hein? Ça va être plus détaillé parce que on va parler de le marché, est-ce qu'il est en amont ou en aval? Est-ce que c'est actuel ou potentiel? Hein? Géographique, c'est-à-dire local, régional, national, international, mondial, le besoin, hein, le produit, la clientèle, etc., etc. C'est-à-dire que le marché, on peut l'aborder de différentes dimensions et on le détaille, hein, à travers ces différents éléments. On approfondit cette notion de marché. D'accord? Bon, on continue parce que, alors, si vous voulez, nous allons, si on cherche à définir le marché, et ici, vous allez voir que ce sont des définitions que vous avez déjà vues, peut-être en économie, hein. Vous avez une définition qui est centrée sur le produit. On va avoir le marché principal. On parle de marché principal, environnant, support et générique. Hein? Je sais pas si. Alors, c'est question de les produits complémentaires. Hein? Par exemple, le marché support, ça va être l'ensemble des produits dont la présence est nécessaire pour la consommation de produits du marché principal. Ça veut dire que ce sont les produits complémentaires. Hein? D'accord? Ça veut dire, par exemple, l'imprimante. Hein, pour faire fonctionner une imprimante, vous avez besoin de cartouches, par exemple, hein, ou de tonnerre. D'accord? Voilà. Euh, le marché principal, c'est l'ensemble des produits qui se directement concurrents. Hein? C'est de différentes marques. Hein? D'accord? Le marché support, marché principal, marché support, marché environnant, eh bien, c'est des produits différents. Mais le problème, c'est qu'ils satisfont les mêmes besoins. Et donc, il faut faire attention à ils concurrencent. Hein, il y a des produits concurrents. D'accord? Le marché générique, c'est tout le reste. Les produits qui satisfont les mêmes besoins, c'est le global. Je sais pas, moi je n'ai pas
comment dire, j'ai pris ici marché de, on a pris ici par exemple, les marchés des collants, du collant, mais bon, vous pouvez essayer de faire d'autres exemples, hein. Excusez-moi. Vous pouvez chercher par vous-même d'autres exemples. D'accord? En tous les cas, ce qui est important, c'est que la première définition, c'est une définition qui est centrée sur le produit. Hein? On va distinguer les produits qui appartiennent au marché principal, hein? C'est-à-dire qui sont les produits directement concurrents de différentes marques. D'accord? Alors, ce marché principal, il faut le voir avec le marché support, hein, qui va contenir des produits complémentaires. Donc, on est obligé de suivre l'évolution des produits du marché support parce que il conditionne l'évolution du marché principal. D'accord? Et puis le reste, c'est les produits concurrents, on va dire, puisque c'est des produits différents, mais qui peuvent faire concurrencer marché environnant. Et le marché générique, c'est en fait l'ensemble, c'est la somme du marché principal et des marchés environnants. D'accord? Bon, c'est sûr que comme ça d'emblée, il faut revoir ça à tête reposée pour pouvoir. Donc voilà, j'ai essayé de voir un petit peu, de schématiser ceci. Donc, vous avez l'entreprise, le marché principal, hein? Voilà. Vous voyez, le marché générique, c'est tout. Le marché principal, il y a le marché complémentaire, le marché support. En fait, c'est les substituts. Et ici, c'est le marché, la part de marché de l'entreprise X. Et dans le marché principal, vous allez avoir la part de marché des concurrents, l'entreprise Y, l'entreprise Z, etc., etc. Hein? En fait, les substituts, ça c'est le principal, le complémentaire, les substituts, c'est l'environnement. Bon, vous essayez de voir ça parce que les substituts, c'est le marché environnant, hein? D'accord? L'ensemble des produits de nature différente, mais qui satisfont les mêmes besoins et les mêmes motivations. Donc, on peut soit consommer un produit ou consommer un produit substitut. C'est un produit qu'on peut substituer à un produit X, mais puisque il va satisfaire les mêmes besoins et les mêmes motivations. D'accord? Par exemple, pour le collant, on peut prendre les chaussettes. D'accord? Bon, je vous laisse réfléchir à ça parce que il faut. Donc ça, c'est le produit. Si on essaie de définir le marché sur la base du produit, on va distinguer le marché principal, marché complémentaire, marché support, marché principal, marché support, hein, ça va ensemble parce que se complètent, hein, et marché environnant, des substituts et marché générique, c'est-à-dire l'ensemble. Sinon, on va prendre centré sur la demande. Alors ici, je vous ai mis une définition, je vous propose une définition qui a été avancée par Kotler, hein, c'est un expert en marketing et professeur du marketing, l'ensemble des clients. Donc lui, il dit, le marché, c'est l'ensemble des clients capables et désireux de procéder à un échange, leur permettant de satisfaire un besoin ou un désir. D'accord? Alors, dans cette définition,
vous revoyez beaucoup de choses qu'on a traitées au niveau de l'introduction. Hein? On a d'abord, bien sûr, le terme majeur, c'est client, mais c'est pas, on a traité beaucoup, on a dit que le marketing, le contexte marketing, c'est l'explosion des échanges. Hein? Et, et justement, le marketing va aider à valoriser l'échange. Hein? Et il va satisfaire un besoin ou un désir. Ça veut dire, il va créer de la valeur pour le consommateur. Créer de la valeur pour le consommateur, c'est-à-dire qu'il va lui permettre de satisfaire un besoin ou un désir qu'il a. D'accord? Et en même temps, il crée de la valeur pour l'entreprise. Parce que en satisfaisant le besoin ou le désir du consommateur, eh bien, on va, comment dire, augmenter la performance. On va avoir de bons résultats commerciaux hein, de l'entreprise. L'entreprise va, comment dire, va il va assurer sa performance, sa rentabilité, sa pérennité, etc., etc. Hein? D'accord? Alors, je l'ai marqué, je dis décrire l'offre, il dit c'est le secteur. Ça, c'est bon, entre parenthèses. D'accord? Et c'est sur l'échange, c'est Swiner. Hein? C'est encore un autre auteur. Le marché, c'est le volume ou le chiffre d'affaires total annuel d'une catégorie de produits fait par nous et nos concurrents avec une catégorie de clients. Ça, c'est l'optique plus opérationnelle. C'est le chiffre d'affaires qui est fait par un produit ou une catégorie de produits. Hein? D'accord? Ce chiffre d'affaires, c'est qu'est-ce que ça veut dire le chiffre d'affaires? Il dépend du volume des ventes, c'est-à-dire c'est le volume des ventes en valeur hein, de, de nos produits et des produits de nos concurrents, avec bien sûr sur un marché cible, avec une client, une cible précise. Hein, d'accord? Parce que, comme vous le savez, le, on ne parle pas de marché comme ça, on parle toujours d'un produit pour un marché. C'est le couple produit-marché. Hein? Produit et la cible. D'accord? Voilà. Donc voilà, vous avez les trois façons d'aborder le marché. Je les reprends. On va pouvoir définir le marché, approcher, aborder le marché sur le plan par rapport, par référence aux produits. D'accord? Et là, on va s'intéresser aux produits principaux, aux produits complémentaires, produits substituts, etc., etc. D'accord? Sinon, on va aborder le produit, le marché, pardon, par référence à la demande. Hein? On va revenir sur ça tout à l'heure. La demande, c'est-à-dire que on va s'intéresser au client. Tout à l'heure, c'était le produit. Ici, c'est le client. Hein? D'accord? Le marché, c'est le client. Et comme on l'a dit, on le répète depuis la première séance, le client, c'est un ensemble de valeurs, c'est une personnalité, c'est une façon de perception, une façon d'être, c'est un comportement. Voilà. Le comportement du consommateur. Et bien sûr, ses besoins, désirs, demandes. D'accord? Voilà. Et puis, sinon, le marché, c'est aussi l'échange. Là, on est plus dans le côté technique, puisque ça va être le chiffre d'affaires en volume ou en valeur, hein, qui, qui est réalisé, euh, comment dire, par un produit, hein, qui est proposé par nous en tant qu'entreprise ou et par nos concurrents à destination d'une cible précise. C'est le couple produit-marché, comme en stratégie d'entreprise. D'accord? Voilà. Donc, c'est cela. Le problème, alors maintenant, je passe à la méthode. Attendez, je vais voir. Moi-même, je me retrouve plus. Donc, les principes. Ça, j'ai abordé un petit peu de vous dire que le marché, on peut le voir à travers différentes dimensions.
qui se complètent. Parce que, comme je l'ai dit, le marché, c'est quelque chose de fondamental en marketing. Donc, on va analyser le marché à travers ses différentes coutures, ses différentes dimensions. N'importe quel critère peut être retenu s'il me paraît intéressant. Moi, en tant que cadre de la fonction marketing ou cadre stratège de l'entreprise, j'analyse le marché parce que c'est à partir de l'analyse du marché que va intervenir la décision, que je vais pouvoir décider. Voilà, donc ça, c'est les principes. Après, j'ai mis la méthode. La méthode, donc on a grand A, on a essayé de définir le marché. Et maintenant, on passe la méthode. Laquelle retenir? Attendez. On est toujours dans la méthode. Le grand A, c'était les définitions qu'on vient de boucler. Et maintenant, on va passer le grand. Avant de parler du B, on va introduire par cette diapo. Le problème, laquelle retenir? On va conclure cette première étape, la méthode. Laquelle retenir? Est-ce que lorsqu'on va essayer de décider, est-ce qu'on va s'intéresser au marché en tant que produit, en tant que demande ou en tant qu'échange, chiffre d'affaires? Eh bien, alors, comme on dit, ça veut aucune et toutes. Ça veut dire qu'en fait, c'est ça. Le marché, c'est une perception de la réalité. Il est le reflet des préoccupations de chacun. Si vous prenez un chef des ventes, lui, il va avoir une vision restrictive du marché. Vous comprenez ça ou vous comprenez pas? Alors que le chef d'entreprise, pour lui, le marché, c'est large. Parce que, est-ce que vous comprenez ici? C'est-à-dire que le marché, en fait, on va le définir, on va l'aborder selon le souci et le travail et la responsabilité de la personne qui fait le marketing dans l'entreprise. Si on prend par exemple le chef des ventes, qui est là qui est responsable des ventes de l'entreprise, il va avoir une vision restrictive. Il va s'intéresser, il va avoir plutôt tendance à s'intéresser aux résultats commerciaux, à essayer faire des techniques de prévision des ventes, suivre l'évolution des ventes, essayer de voir comment ils vont évoluer, etc., etc. Sinon, si nous travaillons le chef d'entreprise qui décide de la stratégie, du marketing stratégique, bien entendu, il va pas décider tout seul, il décide en concertation avec les autres fonctions et les autres staff de l'entreprise. Eh bien, il a une vision de long terme, puisque c'est lui qui va c'est aux plus hautes sphères de l'entreprise, qu'on établit la stratégie marketing. On va décider de ce qu'on va produire dans le moyen et le long terme. On va essayer d'anticiper les besoins, etc., etc. Donc forcément, il analyse le marché de façon très large et il se projette dans le futur en essayant de voir les perspectives les plus qui ont plus de chances de se réaliser. D'accord? Donc, il est une vision. Définir son marché, en fait, c'est donner sa représentation, définir le besoin à servir et le champ de concurrence à observer sur lui. C'est ça que ça veut dire. Ça va? Bon, je passe. Ça va, vous comprenez ou... Donc, je passe maintenant au grand B. Les composantes du marché. Les composantes du marché, si on analyse le marché, eh bien, on va pouvoir dire, comment on vous l'a appris en microéconomie, que le marché, c'est l'offre et la demande, en économie de façon générale. Le marché, il est abordé, c'est le lieu de rencontre
c'est la sanction de, comment dire, la sanction de cet échange, comment dire, de cette, comment je veux dire ça, de la rencontre en fait entre l'offre d'un côté et la demande de l'autre. Donc forcément, le marché, et, les composants du marché, il y a forcément la demande et l'offre. Mais en marketing, il y a aussi la distribution et surtout l'environnement aussi. D'accord? Donc je vous propose de voir ça. Alors la demande. Lorsqu'on va aborder le marché du point de vue de la demande, hein, alors ça va, vous suivez? J'arrive pas à voir. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, j'aimerais bien avoir un retour, hein, s'il vous plaît, pour essayer de travailler plus à l'aise avec vous, parce que là, je vois pas vraiment. Il faudrait essayer comment dire, de proposer qu'il y ait, comment dire, vous pourrez désigner entre vous, hein, essayer de désigner un délégué ou une personne qui se chargera de faire un petit peu la relation euh, euh, prof-étudiant, hein, en essayant par exemple de voir que ça va, ou alors je vais essayer de faire comment dire, la foire aux questions, où j'aimerais bien avoir un retour, hein, un retour, c'est comment, sur le déroulement des séances, hein, si tout va bien, d'accord, et bien sûr sur les questions qui vous sont venues à l'esprit, hein, en travaillant ces fichiers-là de marketing, d'accord. Alors, je passe la demande. Donc, on va essayer de voir maintenant le marché à travers la demande. On va essayer de voir la demande en tant que partie importante du marché. Alors, je reviens pour ceci, je vais revenir à la définition. Vous voyez, on a défini le marché comme quand on a défini le marché du point de vue demande, on a écrit ceci, cette Kotler, on a fait cette citation de Kotler, c'est l'ensemble des clients, le marché, c'est l'ensemble des clients capables et désireux de procéder à un échange qui leur permettant de satisfaire un besoin ou un désir. D'accord? Ça va? Donc, c'est ça. On va s'intéresser à la demande. S'intéresser à la demande, c'est s'intéresser aux clients qui veulent faire, qui désirent faire un échange, qui vont leur permettre parce qu'ils ont un désir ou ils veulent satisfaire un besoin ou un désir. D'accord? Alors on va voir donc ceci. La demande. Alors si on s'intéresse au marché du point de vue demande, on va essayer on va cataloguer 4 parties. Vous suivez? Je pose la question. Alors, vous suivez? Ça va? Ça va, d'accord, merci bien. Donc, je reprends. Donc, on va distinguer, si on s'intéresse, si on essaie d'étudier, d'analyser le marché du point de vue demande, eh bien, on va s'intéresser à la position d'achat. La demande va nous s'intéresser aux clients. Hein, on a vu que la demande, ce sont les clients. On va s'intéresser à la position et on va essayer de définir la demande sur la base de 2 critères. Je vais vous le dire, la position d'achat et la segmentation. On va voir ça, d'accord? Alors, on va reprendre. Donc, on va s'intéresser à la position d'achat. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire la position d'achat? Eh bien, ça veut dire quelle est la place
de chaque partie, de la demande par rapport à l'achat. Quelle est sa place? Et alors, on va distinguer dans ce cas quatre, quatre, quatre composants, quatre groupes. On va distinguer d'abord les non-consommateurs absolus. Ça va nous conduire à distinguer les non-consommateurs absolus, les non-consommateurs relatifs, le marché de la concurrence et le marché de l'entreprise. On va commencer par le plus simple, c'est le marché de l'entreprise. Hein? Si on veut distinguer, quand on traite du marché, on étudie le marché et on s'intéresse à la demande, on va s'intéresser aux clients. La demande, c'est les clients. Donc, on va s'intéresser à leur position d'achat. On va distinguer d'abord le marché de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire le marché de l'entreprise? C'est tout simplement, comme vous le savez, les clients de l'entreprise. D'accord? Hein? Et on va compléter par le marché de la concurrence. C'est les clients de la concurrence. C'est les clients que j'aimerais attirer vers moi. Mais pour le moment, qui ne sont pas mes clients, mais ce sont des clients de mes concurrents. D'accord? Donc, ces deux parties, marché de l'entreprise, marché de la concurrence, c'est relativement simple à comprendre. D'accord? Mais ce sont des clients, hein, ce sont déjà des clients, ils sont réels, ils consomment le produit. Mais vous avez les autres, le marketing, et le marché va s'intéresser justement dans le marché. Lorsqu'on étudie la demande, on va s'intéresser à ces gens-là, non-consommateurs relatifs et les non-consommateurs absolus. Hein? D'accord? Pour chaque produit, on va essayer de cerner les non-consommateurs absolus et les non-consommateurs relatifs. Pourquoi? Pourquoi on fait ceci? Eh bien, pour déduire cela, marché potentiel de l'entreprise. Hein? Ça veut dire comment, jusqu'à quel point je pourrais élargir le marché, hein? Avoir d'autres clients qui ne sont ni les clients, mes clients maintenant, ni les clients de la concurrence. Hein? Je vais essayer d'élargir le marché, élargir la part de marché, c'est aussi s'attaquer, par exemple, notamment aux non-consommateurs relatifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les non-consommateurs absolus et non-consommateurs relatifs? Pour chaque produit, vous avez des non-consommateurs absolus, c'est-à-dire des personnes qui ne s'intéresseront jamais au produit, quel que soit, j'allais dire, quel que soit X, c'est-à-dire absolu, c'est-à-dire ils sont catégoriques et leur comportement et décision est irréversible. Hein? D'accord? Donc, il faut les connaître, mais on ne peut pas faire des actions à destination de ce groupe-là. Vous comprenez? Les non-consommateurs relatifs, c'est-à-dire ce sont des personnes qui ne consomment pas le produit, hein, mais relatifs. Ils ne consomment pas parce que il y a des problèmes, il y a des contraintes. Par exemple, le produit, ils trouvent pas le produit facile d'accès. Hein, il est très comment dire, il est mal distribué, par exemple, je sais pas moi, ou il est cher, ou ils ne connaissent pas le produit, hein, ils n'ont aucune information concernant le produit, ils ignorent l'existence du produit, etc., etc. Hein. Donc, lorsque j'analyse le marché, je m'intéresse à ce groupe-là, qui est les non-consommateurs relatifs, parce que peut-être en essayant de résoudre euh, comment dire, en essayant de comprendre le comportement de ces non-consommateurs relatifs, de savoir pourquoi ils ne consomment pas le produit, et peut-être que en faisant des actions marketing, je pourrais grignoter, attirer vers moi ces non-consommateurs, qu'ils deviennent des consommateurs par la suite. D'accord? Les non-consommateurs absolus, par exemple, je ne sais pas moi, par exemple les personnes musulmanes qui ne
qui sont catégoriques, qui pratiquent la religion musulmane, qui, pour eux, l'alcool est interdit, donc qui ne vont pas s'intéresser à l'alcool, par exemple, hein, aux produits, les vins, les spiritueux, etc., etc. D'accord? Puisque il y a un caractère d'interdit, hein, pour ce produit-là. Hein, d'interdit du point de vue religieux, donc ça influence leur comportement, leur mentalité, etc. D'accord? C'est ça les non-consommateurs absolus. Non-consommateurs absolus, je sais pas moi, c'est... Ouais, vous avez beaucoup de... Vous pouvez chercher hein, les non-consommateurs absolus. On peut dire le porc aussi, hein, le vin, qui vont pas consommer par conviction religieuse et pratique religieuse. Ils vont pas consommer le vin spiritueux, l'alcool et le porc, hein, tout ce qui est à base de porc. D'accord? Les non-consommateurs relatifs, c'est ceux, pour des raisons matérielles, ne consomment pas actuels. Actuellement, ils consomment pas. Mais peut-être qu'ils pourraient être susceptibles de le faire. Manque d'informations, de moyens, etc., etc. Alors, moi, je voudrais vous laisser ce petit exercice, faire pour la prochaine fois, le marché théorique. On va essayer de déduire de ces 4 catégories hein, de la demande. Essayer de déduire le marché théorique de l'entreprise. Théorique, ça veut dire le marché potentiel. Et le marché actuel de la profession. Marché actuel de la profession, c'est simple. Hein? Je pense que vous l'avez compris. Qu'est-ce que ça va être le marché actuel de la profession? Quelqu'un peut répondre? Qu'est-ce que c'est que le marché actuel de la profession? Eh bien, ça va être le marché de l'entreprise plus le marché de la concurrence. Ça, c'est le marché actuel. C'est-à-dire, c'est le volume total des clients pour un produit. C'est le volume de produits placés par mon entreprise, de mes clients, des clients de l'entreprise X, mon entreprise, plus le volume des clients des concurrents. Des concurrents. D'accord? Ça, c'est le marché actuel de la profession. Mais bien entendu, quand on essaie d'établir le marketing stratégique et stratégie marketing, on ne s'intéresse pas rien qu'au marché actuel. On s'intéresse plutôt au marché potentiel. Donc, on va essayer de grignoter sur notamment les non-consommateurs relatifs. Hein? Essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas. Hein? Pourquoi ces groupes-là ne consomment pas notre produit, ne s'intéressent pas à notre produit, pour essayer de résoudre, hein, en résolvant certaines questions, certains aspects, on puisse intégrer du moins partie de ces non-consommateurs relatifs. D'accord? Mais le marché potentiel, je vous souffle la réponse ici, c'est aussi le marché de la concurrence. Hein? On va essayer aussi de se battre et essayer de grignoter des parts de marché de la concurrence, hein, en essayant de faire en sorte que les clients de la concurrence viennent chez nous, hein, viennent soit des clients demain de l'entreprise, de mon entreprise. D'accord? Alors, essayez de faire ça et le marché potentiel, je vais vous expliquer. Vous pouvez faire un schéma. Hein? Je vais essayer de le faire pour la prochaine fois, mais c'est ça, le marché, essayer de déduire le marché potentiel et le marché actuel sous forme de schéma. D'accord? Alors, je passe. La segmentation. Bien entendu, quand je m'intéresse à la demande, hein, quand j'essaie d'analyser le marché du point de vue de mode, je m'intéresse à des personnes, hein, qui composent le marché. Et justement, on va faire un concept majeur qui est la segmentation. On va essayer, comme je vous l'ai dit, repérer dans la population, dans le marché, des groupes. Hein.
qu'on va distinguer à travers un ensemble de traits communs, leur âge, la profession, etc. Pourquoi? Parce que pour voir leur motivation, leur attitude, utilisation, etc., etc. Pourquoi? Eh bien, parce que on le fait, à un moment donné dans l'histoire du marketing, on faisait le marketing indifférencié. On le fait pour certains produits encore. Mais maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est de plus en plus, c'est même plus le marketing avec des segmentés, mais c'est marketing de niche, c'est-à-dire c'est encore plus petit que les segments. Et je vous l'avais dit aussi, c'est le marketing one-to-one. D'accord? Mais toujours, l'état d'esprit est le même. On cherche à connaître à travers différents critères hein, notre client, la personne, le client actuel ou potentiel. D'accord? Son âge, comment dire, le sexe, âge, les caractéristiques démographiques, son niveau culturel, son profession, je sais pas, mon niveau d'éducation, le niveau d'études atteint, comment dire, milieu de résidence, dans le cas de notre pays, par exemple, milieu de résidence urbain, rural, petite ville, moyenne ville, grande ville, métropole comme Casablanca, etc. Tout ça, ça influence le comportement de l'individu. Hein, et par conséquent, ça va influencer ses motivations, ses désirs, ses demandes, etc. D'accord? Donc, c'est important d'analyser le marché. Quand on analyse la demande, on analyse, euh, euh, on s'intéresse à ce concept, la segmentation. On va essayer de repérer dans le marché, hein, c'est-à-dire un ensemble de populations, d'individus, on va s'intéresser à des segments, isoler des segments. Hein. Et je vous dis, on n'isole même plus des segments, on descend encore plus, de façon plus détaillée. Maintenant, c'est un produit pour un individu. Hein? D'accord? Voilà. Donc, je continue. Alors, voilà, j'ai fait un petit peu, c'est ça que j'ai essayé de faire pour vous. J'ai essayé de faire un petit peu la synthèse des facteurs d'influence des comportements. Voilà. La segmentation, je vais m'intéresser à tout ça. Les critères géographiques, comme je vous l'ai dit, où j'habite en milieu urbain, rural, démographique, sexe, âge, je sais pas moi, statut matrimonial, etc., socio-économique, niveau de revenu, niveau éducation, psychologique, sociologique et médiagraphique. Alors vous pouvez faire comme en détail, essayer de détailler hein, ces critères géodémographiques, socio-économiques, psychosociologiques, médiagraphiques, par exemple. Hein. Tout ça, ça va influencer, euh, ça va entraîner un ensemble de besoins, une configuration hein, de besoins, désirs et demandes. Ça va entraîner une personnalité, des valeurs et des styles de vie. Hein. Et, et ça, tout ça, ça va influencer les motivations et les attitudes et, et influencer le comportement. Hein. Comportement, c'est-à-dire, comment dire, comportement du client, hein, comportement de l'acheteur, du consommateur. D'accord? Donc, c'est ça la demande. Hein. Quand on analyse le marché du point de vue demande, on va s'intéresser à tout ça. On va essayer de faire ce tableau-là, en fait, hein, ce tableau-là. On va s'intéresser aux critères géographiques, démographiques, socio-économiques, psycho et médiagraphiques. Un médiagraphique, c'est-à-dire, comment dire, on va dire les faiseurs d'opinion, hein, par exemple, le public, les médias, les radios, la télé, les journaux, l'Internet, les réseaux sociaux, hein, tout ça, les réseaux sociaux aussi, hein, TikTok, Instagram et compagnie. D'accord, tout ça, ça influence, hein, parce que ça entraîne un ensemble d'idées, de valeurs, de, de perception, de façon d'analyser.
on est contre, on est pour, on encourage, on déteste, hein, tout ça d'appréciation. Et forcément, ça influence la personnalité. Hein, c'est de façon réciproque. Hein, personnalité, valeur, style de vie, tout ça. Hein, et au final, ça influence les comportements. Hein, vous voyez? Donc, c'est très important. Hein. Pourquoi le marketing s'intéresse à ça? Parce que en face, il y a le client. Donc, on est obligé de connaître le client euh, euh, de façon approfondie, hein, pour pouvoir, comment dire, valoriser l'échange à destination du client. L'optimiser, comme je vous l'avais dit en première séance. Optimiser l'échange, créer de la valeur. D'accord? Eh bien, voilà. Alors, je recommence. Je dis donc, la demande, c'est, je vais cerner la demande, je vais essayer de m'intéresser à la demande de deux façons. D'abord, la façon la plus simple à estimer, à chiffrer, hein, c'est par rapport à la position d'achat. Il y a des gens qui consomment, qui achètent déjà, et il y a des gens qui n'achètent pas. Les gens qui n'achètent pas, pourquoi ils n'achètent-ils pas? Est-ce qu'ils sont catégoriques et donc toute action marketing est inutile à leur destination, non-consommateurs absolus, hein? Ou est-ce que ce sont des non-consommateurs relatifs, hein? Je pourrais les attirer vers mon entreprise. D'accord? Donc, c'est ça. Position d'achat et puis la segmentation parce que c'est un concept clé. Hein? D'ailleurs, c'est une question que je vais essayer de vous mettre à partir de ce thème. Hein? C'est réfléchir au concept de segmentation qu'on retrouve à deux niveaux, la demande, et vous allez le voir même au niveau de l'offre. Il ne faut pas confondre la segmentation de la demande, c'est pas la segmentation de l'offre. Segmentation de la demande, c'est ça, ça débouche sur ce genre de tableau que je vous demande de faire, hein, d'essayer de réfléchir. C'est simple. Socio-économique, c'est le revenu. Géodémographique, c'est le lieu de résidence. Bon. Bon, voilà, bon, vous pouvez le faire. D'accord. Maintenant, on passe à l'offre. Alors, vous voyez, ici encore, vous avez l'offre. L'offre, vous avez la segmentation. Attendez, excusez-moi. Donc, on a la demande. Maintenant, on va passer à l'offre. Ça va? Alors, l'offre, la voici. Alors, il y a un concept, voilà, il y a une seule diapo, c'est très simple. Mais il y a un concept fondamental, c'est la segmentation de l'offre. Et je l'ai marqué, je vous ai marqué, la segmentation, c'est la vision du producteur. Quand on segmente l'offre, je la segmente du point de vue de l'entreprise. Ça veut dire quoi? En langage plus simple, repose sur un découpage des produits selon leur type de production. D'accord? Comment on produit de l'offre? Leur façon, leur type de production, leur mode de production. Eh bien, attendez, je vais vous le dire. C'est pas facile à expliquer comme ça. Alors, par exemple, on va dire, par exemple, euh, il y a deux questions. Je sais pas, moi, par exemple, vous prenez des produits alimentaires, vous avez des produits, euh, on va dire normaux, quoi, ordinaires, hein. Vous avez des produits, on va dire, sans conservateur, que vous voyez souvent maintenant de plus en plus comment dire, distribués au Maroc, euh, sans conservateur, sans arôme artificiel, hein, d'accord? Ça, c'est encore une autre segmentation.
Et puis, vous avez les produits bio. Ça, par exemple, au niveau des produits alimentaires, vous avez beaucoup. Ça, c'est une segmentation du point de vue de l'offre. Hein? Par exemple, pour un produit, vous allez avoir, par exemple, si vous prenez les jus de fruits, par exemple, jus de fruits, vous allez avoir les jus de fruits classiques ordinaires. Hein? Et puis, vous allez avoir les jus de fruits qu'on va cataloguer, qu'on va caractériser sans arôme, sans colorant artificiels, ils sont conservateurs, tout ça, ça peut être une façon de produire, d'accord? Et puis, vous allez avoir des produits et les jus de fruits bio, hein? D'accord? Ou alors, vous allez avoir les boissons, comment on appelle ça? Les boissons, vous allez avoir les 100% jus de fruits, vous allez avoir les nectars, hein? D'accord? Ça, c'est la segmentation de l'offre pour un produit. Et bien entendu, on fait cela pour, euh, comment dire, parce que le marketing est de moins en moins, euh, comment dire, il cible la plus petite dimension maintenant. Hein. On descend, comment dire, le marketing one-to-one, c'est-à-dire on essaie de faire correspondre un produit à un client. Donc, on descend, on approfondit au maximum les préférences. Hein. On ne fait pas un produit pour un ensemble de clients, mais on essaie de faire un produit en tenant compte des préférences pointues, hein, détaillées de chaque cible. D'accord? Et chaque niche. Hein. D'accord, voilà. Donc, c'est ça la segmentation de l'offre. C'est la façon de produire. D'accord? Vous avez par exemple les yaourts. Vous avez les yaourts, on va dire les yaourts nature, les yaourts qui sont aromatisés. Hein. Vous avez les yaourts aromatisés, vous avez les yaourts bio, les yaourts sans arôme, sans 0% de matière grasse. Ça, c'est la segmentation de l'offre concernant un produit. D'accord? Et pourquoi cette segmentation? C'est pour essayer de correspondre au maximum dans le détail aux préférences les plus détaillées, je me répète, je le sais, des clients. D'accord? Alors, quand on analyse, comme tout à l'heure, la demande, quand on analyse la demande, il y a deux critères. La position d'achat, hein, ça nous donne les consommateurs, les non-consommateurs, etc., ce qu'on vient de voir, et la segmentation. Ça, c'est quand on analyse la demande. Quand on analyse l'offre, c'est l'objet de cette diapo, c'est encore là deux critères. La segmentation de l'offre, je viens d'expliquer, et la concurrence. Hein? L'offre, c'est bien entendu, je regarde un petit peu ce qui se passe autour de moi. Hein? Donc, alors là, il faut que comment dire, qu'est-ce que ça veut dire l'offre sur le marché? C'est l'entreprise, mais c'est les concurrents. Donc, forcément, il faut que je m'intéresse aux concurrents. D'accord? Alors, la concurrence, c'est constitue une entreprise. C'est encore Swiner, hein, qui a beaucoup écrit, qui est sur un marché donné. Vous voyez, c'est un marché donné, nous dispute des parts de marché. Donc ça, c'est très, elle est facile à comprendre, cette définition. La concurrence, c'est l'ensemble des entreprises qui, sur un marché, nous disputent des parts de marché sur un marché donné. Hein? D'accord? Alors, excusez-moi, mais alors là, la subtilité, c'est celle-ci. Pas forcément. Un marché, c'est pas forcément un même produit. D'accord? Un marché donné, ça veut pas dire le marché ou, ou, ou d'un produit X. Non, le marché est plus large. C'est une définition plus subtile de, de la concurrence, en fait. Analyser l'offre
analyser le marché du point de l'offre, c'est s'intéresser à la concurrence. Mais la concurrence, ça ne veut pas dire les entreprises ou mes concurrents, ça ne veut pas dire les entreprises qui fabriquent les mêmes produits que moi. Pas forcément. Pourquoi? Eh bien, parce que il y a cette vérité. Deux entreprises avec des positionnements très éloignés ne s'affrontent pas. Hein? Si vous avez des entreprises qui produisent les mêmes produits, mais leur positionnement est différent. La personnalité, je vous avais dit, le positionnement du produit, c'est la personnalité du produit. Avec deux entreprises qui fabriquent deux produits, un même produit, mais avec des personnalités très différentes, ne sont pas concurrents. Deux produits très différents peuvent entrer en concurrence. D'accord? Donc, ils disent, alors, ça veut dire que la notion de concurrence s'apprécie à partir du consommateur. Hein? C'est-à-dire que c'est le consommateur qui et son comportement, hein, le comportement du consommateur qui va nous aider à apprécier la concurrence. Pourquoi? Parce que voilà, ces deux entreprises qui fabriquent le même produit ne sont pas forcément des concurrents. Et hein, parce que ça va dépendre du positionnement du produit. Et deux produits très différents peuvent entrer en concurrence. Vous pouvez citer des exemples là? Deux produits très différents, eh bien, on peut prendre un exemple qui s'impose de plus en plus. Eh bien, par exemple, si on va prendre le moyen de transport, le mode de transport. Pendant longtemps, c'est par exemple la ligne grande vitesse, le TGV, de plus en plus, il concurrence l'avion, hein, le mode de transport avion, sur certaines distances. Hein, on le voit notamment en France, hein, ou pas rien qu'en France, hein, dans les pays développés, où le réseau de voies de TGV de la grande vitesse est assez développé. Hein, le TGV, sur certaines destinations, il concurrence, sur certains trajets, il entre en concurrence avec l'avion. Il y a des personnes qui vont vouloir prendre le train et ne pas prendre l'avion. Pourquoi? Parce que euh, comment dire, il permet de satisfaire le même besoin. Hein, c'est ça. On revient à cette question de satisfaire le besoin. C'est-à-dire, j'ai besoin d'aller à telle destination, mais je cherche à aller à un certain niveau de confort et surtout une durée, un délai, hein, le délai du trajet. D'accord? Voilà, c'est ça. Donc, l'avion, qui est un mode de transport très différent du train, entre en concurrence, sont de plus en plus euh, concurrents. D'accord? Et je crois que euh, ce comportement-là, on va le voir de plus en plus, même au Maroc, avec, avec le développement du TGV. Hein? Rabat, Tanger, Casablanca et bientôt Marrakech. Ça va? Donc, voilà. Donc, lorsque l'ONCF, hein, et les compagnies aériennes locales qui font les destinations locales surveillent réciproquement leur évolution. Hein. L'ONCF et par exemple certaines compagnies aériennes, la RAM, la Royal Air Maroc et peut-être d'autres hein, qui font des destinations locales,
qui desservent les lignes nationales, locales, hein, entrent en concurrence. Ce sont des concurrents directs, même s'ils ne proposent pas les mêmes produits. C'est ça que ça veut dire ici. Deux produits très différents peuvent entrer en concurrence. Alors, deux entreprises avec des positionnements très éloignés ne s'affrontent pas. Eh bien, par exemple, les clients, vous pouvez le voir, les clients, si vous prenez comment on appelle ça, le prêt-à-porter, hein, les gens qui achètent chez, comment on va dire ça? On va dire quoi, par exemple, les gens qui habitent, hein, qui est une enseigne de prêt-à-porter, on va dire, avec un positionnement bon marché, hein, ils n'entrent pas en concurrence avec, je sais pas, on va dire que des griffes, hein, par exemple, Massimo Dutti, Chanel, Dior, hein, c'est très, même si ces marques sont toujours des marques de prêt-à-porter, hein, eh bien, ce n'est pas le même positionnement. Donc, ce sont des marques qui ne s'affrontent pas, hein. Même si, par exemple, de plus en plus les marques comme Yves Saint Laurent, Chanel, je sais pas moi, Dior et compagnie, on propose, on diminue en gamme, on propose des produits, euh, pas simplement de haute couture, hein, ils ont essayé pour élargir le marché d'investir le prêt-à-porter, hein. Eh bien, le prêt-à-porter de Dior, des grandes griffes, hein, des griffes de haute couture, n'entrent pas en concurrence avec. Ne sont pas des concurrents de Kiabi, hein, ou de, je sais pas moi qui encore, Kiabi, H&M, hein, qui ont un positionnement différent, populaire, bon marché, voilà, standard, d'accord? Donc c'est ça que ça veut dire. Donc j'ai fini avec l'offre. Alors après l'offre, la demande et après l'offre, on va voir quelque chose de plus simple, plus léger, comme on dit, la distribution. Hein? Le marché, c'est aussi la distribution et c'est aussi quelque chose que vous pouvez facilement comprendre parce que on y attache de plus en plus d'importance, c'est la logistique. Hein? Le marché, c'est aussi les distributeurs, hein? C'est-à-dire les gens qui vont nous aider à, comment dire, à atteindre le consommateur, notre client final. D'accord? Ici, nous parlons de marketing B2C, hein? Business to Consumption, je sais pas, je prononce mal, hein? Business de l'entreprise vers le client final, des biens de consommation finale, c'est-à-dire destination, le destinataire, c'est le consommateur, hein? Parce que on a aussi le marketing industriel qui va être le marketing B2B, business to business, marketing en fait, le vrai nom, c'est B2B, parce que c'est pas forcément industriel, hein, ça peut être aussi de marketing de deux entreprises de services, hein, par exemple, des banques avec des sociétés d'agences de communication, hein, marketing B2B, business to business. Ici, c'est le marketing B2C. Le client, c'est le consommateur final, comme vous et moi, par exemple. Eh bien, les distributeurs, c'est un intermédiaire obligé. Donc forcément, il faut que je m'en soucie, hein, qu'il faut comment dire, que que je tienne compte dans mon analyse du marché, je tiens compte des distributeurs, de la façon dont ils sont répartis, de leur poids, de leur puissance. Est-ce qu'ils sont puissants? Est-ce que ils sont au contraire très dispersés? D'accord? Leur rapport de force, tout ça, ça influence, c'est une analyse de marché. Et puis aussi, euh, il faut aussi que je les intègre dans ma réflexion, l'analyse de marché, ont des besoins spécifiques qui doivent être pris en compte par le fabricant lors de l'élaboration de son produit. De plus en plus, lorsqu'on essaie de fabriquer un produit, eh bien, on pense
systématiquement au distributeur, hein, parce que ça va permettre, comment dire, pour lui assurer une qualité de service, hein, manipulation aisée, facilité de stockage, etc., etc. Justement, on travaille beaucoup le conditionnement et l'emballage pour en fonction du distributeur. Bien sûr, en fonction du client final aussi, mais aussi en fonction du distributeur. D'accord? Et vous pouvez vous en rendre compte lorsque vous allez faire un petit tour au supermarché, hein, GMS, grande et moyenne surface. Vous pouvez voir que il y a des conditionnements qui sont, comment dire, euh, qui présentent des avantages même pour le distributeur parce qu'ils vont lui permettre d'aligner facilement le produit, hein, de faire des belles des belles, comment dire, des belles, de faire, comment on appelle ça, de, de faire des rayons agréables, hein, d'aligner de façon agréable les produits sur le linéaire, hein, sur les étagères, sur les rayons, le linéaire, hein, euh, euh, d'éviter que ça se casse. Par exemple, de plus en plus, les ampoules sont conditionnées sous forme de blister, hein, c'est-à-dire le papier avec du plastique dessus pour essayer, éviter qu'elles se cassent. Hein. Donc, c'est ça, en fait, tout ça. Donc, le distributeur, je tiens compte des distributeurs dans l'analyse du marché. Pas simplement dans l'analyse du marché, mais je vais en tenir compte aussi, comme on a dit, lors de l'élaboration du produit. J'en tiens compte pour fabriquer mon produit, pensant un emballage, un conditionnement qui soit favorable au rangement, au stockage, à la manipulation, voilà, à la prise en main aussi du consommateur. Hein. D'accord? Voilà, je passe si vous voulez bien. Donc ça, c'est la distribution. C'est le troisième, hein, c'est bien. Je vais reprendre le plan comme ça, vous arrivez à suivre. Donc, on a vu la demande, les composantes du marché. On a la demande, l'offre, la distribution qu'on vient de finir. Et maintenant, nous passons à l'environnement. Alors, comme vous le savez, les différents intervenants sur le marché évoluent dans un environnement dont ils subissent l'influence. Hein. Les groupes de pression, vous avez d'abord les groupes de pression, les médias, l'État, et de façon générale, l'environnement socio-culturel, économique, social, démographique, institutionnel, technologique, tout ça peut influencer les décisions de l'entreprise et ont leur importance. Hein. Donc, la veille stratégique, hein, il y a la veille stratégique euh, pour faire la stratégie de l'entreprise, mais il y a la veille stratégique aussi au niveau pour le marketing, pour faire le marketing. Hein, parce que on s'intéresse à tous ces, comment dire, tous ces groupes, les caractéristiques de l'environnement. Et là, vous reprenez le schéma du fichier 1, vous allez voir que on a bien montré que on fait une analyse interne et externe. En analyse externe, c'est toutes les caractéristiques de l'environnement, hein, mais pas que, comme on dit, mais pas que, parce que c'est très important aussi d'analyser ça et de plus en plus, c'est très important, les groupes de pression. Hein, les groupes de pression, c'est-à-dire pour les entreprises, euh, il faut qu'elles tiennent compte des groupes de pression. Hein. Par exemple, l'association de consommateurs, les syndicats patronaux, hein, on va dire aussi quoi, je sais pas moi, la société civile, hein, par exemple, l'association de consommateurs, elle défend, elle essaie de faire des études, de voir un peu les produits, de s'intéresser à la composition des produits, etc., etc. Mais vous avez aussi, par exemple, la société civile qui va au groupe,
qui va s'intéresser, par exemple, à la façon de produire, hein, le travail des enfants. Hein. Il faut que elle va, comment dire, elle va imposer à l'entreprise de ne pas, l'entreprise qui va faire, comment on va dire ça, l'entreprise qui va faire appel à des enfants, eh bien, sera sanctionnée, hein, parce que il y aura des groupes de pression qui vont attirer l'attention du consommateur, de l'opinion publique sur cet aspect-là, que le travail des enfants doit être banni, hein, d'accord? Et vous le voyez parce que j'y pense parce qu'il y a eu à un moment donné dans l'histoire de Nike, hein, la marque, fameuse marque de vêtements de sport, euh, on a intenté un procès à Nike parce que on a su que les groupes de pression justement, hein, les médias ont montré, ont essayé de divulguer cette information que Nike faisait appel à des enfants, hein, en Indonésie, dans les pays asiatiques, faisait appel à des enfants, hein, au travail des enfants. Elle fabriquait des chaussures de sport en utilisant des enfants, hein, en bas âge, notamment dans les pays en développement, en Asie notamment. D'accord. Et et Nike a dû à un moment donné dépenser un budget assez important, hein, pour revaloriser son image de marque qui a été dévalorisée par ce procès, cette campagne lancée par les médias, par l'opinion publique et les médias. D'accord? D'accord. Et l'État, bien entendu, et c'est sûr que l'État, par exemple, on va penser, alors le travail des enfants, la lutte contre la pollution, euh, euh, de plus en plus, l'entreprise doit faire les groupes de pression, c'est aussi comment dire, ceux qui exigent le label vert, hein, écologique, anti-pollution, euh, recyclage, euh, comment dire, on va appeler ça, économie de ressources, hein, pas de gaspillage de ressources inutiles, etc. Tout ça, ce sont des tendances d'opinion qui existent dans la communauté, hein, des consommateurs et donc l'entreprise, elle doit tenir compte de ces choses-là, de ces tendances-là euh, dans, dans son action marketing et dans son activité tout court, hein, de façon générale. L'État, bien entendu, aussi, parce que avant la mondialisation, elle a changé un petit peu, elle a changé beaucoup, elle a bouleversé les modes de production et de distribution, etc., etc. Le, voilà, les accords de libre-échange, le GATT, l'OMC, la création de l'OMC, la législation, hein, tout ça, l'entreprise doit tenir compte. Ça fait partie, ça peut influencer comment dire, son activité. Donc, il faut qu'elle étudie, analyser le marché, c'est surtout scruter l'environnement sous toutes ses facettes. D'accord. Alors là, vous avez tout ça ici. Et alors, voilà, je passe à la grande partie, les instruments de mesure. Donc, c'est le grand 1, on a dit c'était principe, la grande 2, la méthode qu'on vient de finir, on a analysé les composantes du marché, et maintenant on passe comment on mesure le marché, comment on mesure, hein, comment on attribue un chiffre, quels sont les indicateurs du marché. Alors les indicateurs, vous en avez, d'abord il y a la part de marché globale, part de marché relative et le taux de pénétration. Mais j'allais dire, avant ça, il y a le chiffre d'affaires, quelque chose que vous connaissez, c'est un indicateur très simple que vous connaissez. Le chiffre d'affaires, ça veut dire PQ, le prix fois les quantités. C'est le volume des ventes.
hein, en valeur. Et même, on peut le faire aussi en volume. Mais bon, le chiffre d'affaires, d'abord, un indicateur simple du marché, c'est d'abord le chiffre d'affaires. Et par la suite, ce sont ces indicateurs, ces trois indicateurs. La part de marché globale, c'est le marché de l'entreprise par rapport au marché de la profession. Part de marché relative, c'est le marché de l'entreprise par rapport au marché du prêt. Relativement, on rapporte deux marchés, hein? C'est-à-dire on va analyser l'entreprise par rapport au concurrent direct, le principal concurrent, le concurrent le plus important. Et ça, c'est global, c'est de façon générale. Global, c'est l'entreprise par rapport à la profession. Et sinon, vous avez un autre indicateur, c'est le pénétration, nombre de consommateurs qui possèdent un produit sur la population totale. Hein? Et donc, essayez de le mettre en parallèle avec les non-consommateurs relatifs. Hein? Le taux de pénétration, ça va avec euh, ça va me permettre de voir, d'aborder les non-consommateurs relatifs, c'est-à-dire les non-consommateurs, les gens qui ne possèdent pas mon produit. Hein? D'accord? Voilà. Alors, ça, c'est les indicateurs. Et puis, alors, bien entendu, comme toute chose, les calculs, ça ne sert pas grand-chose à les faire de façon générale, globale, pardon. Il faut les détailler par produit, par gamme, hein. Et ça, c'est le marketing opérationnel. Hein. Tout ça, c'est le marketing opérationnel. Vous allez avoir la fonction marketing dans l'entreprise, vous allez avoir des gens qui, leur travail, c'est justement de faire ces études-là, c'est de faire le suivi du marché, par type de client, région, canal de distribution, etc., doivent être considérés. Alors ça, c'est bon. Et puis ces calculs-là, ces indicateurs, on doit les considérer en absolu. Ça veut dire où sommes-nous, oui, où en sommes-nous, mais aussi en perspective. Il faut toujours essayer de se projeter dans l'avenir, le futur. Comment, surtout dans le contexte actuel d'un monde plus rapide, plus turbulent, hein, plus rapide, plus incertain et tout ça, toujours on essaie de se projeter dans le futur, comment on évolue, nous et nos concurrents. D'accord? Alors, ne tenez pas compte des pages, des numéros de diapos, parce que j'ai ajouté un ensemble de diapos à la dernière minute. C'est pour ça que j'ai commencé un peu en retard. Hein. Donc, ici, c'est à rectifier. Je le rectifierai par la suite, le numéro de diapos. Hein. Je crois qu'il fait 20 pages, 20 diapos. Alors, pour finir, je vous donne cet exercice, hein, si vous voulez le faire. Alors, vous avez Bayer. Bayer, c'est l'entreprise, le groupe qui fabrique Baygon. Johnson, c'est le groupe Red. Non, le groupe Johnson, il fabrique la marque Red. Et Sarali, c'est Cash. Je crois qu'elle n'existe pas au Maroc. Elle domine le marché de l'insecticide en France. Alors, leur vente, voilà la production, les ventes. Vous avez le chiffre d'affaires. Et vous avez les ventes en millions de bons numériques, en volume. Alors, on vous dit, sur les 20 millions de ménages de la population de France, les 4/5 possèdent au moins une bombe insecticide. Donc, c'est un peu le taux de pénétration. Une bombe insecticide, certains en possèdent plusieurs. Le tableau suivant indique la pénétration des marques en millions de ménages dans les foyers français. Hein, vous avez par exemple Baygon, il y a 7,6 millions, Red 9 et Catch 9,6. Donc c'est Catch qui est le plus vendu. Hein? Catch est plus vendu par rapport aux autres marques d'insecticides. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? Voilà, c'est ça le taux de pénétration. La pénétration des marques en millions de ménages. Vous avez
ménages qui possèdent une seule marque et les ménages qui possèdent deux marques. Calculer pour chaque marque sa part de marché global en volume et en valeur, sa part de marché relative et son taux de pénétration. Évaluer les non-consommateurs. D'accord? Alors, vous pouvez essayer de le faire. Alors, attendez, je vais voir est-ce que c'est la dernière diapo. Ben, normalement, je devrais vous donner le corrigé. Donc, on le garde pour la suite. D'accord? Alors, c'est la dernière diapo d'aujourd'hui. Hein. C'est la dernière diapo. Ça va, vous suivez? J'ai l'impression de parler à un fantôme. Ça va, vous suivez? Donc, on a fini normalement Oui, le madame. marché. Alors, voilà, je vais, avant de boucler la séance, allô? Ça va, vous m'entendez? Oui, madame. Oui, madame. Vous nous dites, madame, s'il vous plaît, pouvez-vous partager avec nous le cours sur le site? Ben, normalement, je le partage, non? Non. Ah, mais pourquoi vous l'avez pas dit tout à l'heure? Vous dites, je ne Madame, vois pas on a les déjà, diapos, madame, on peut dire. Mais c'est pas madame, on a possible. déjà Vous dit ça. voyez tout à l'heure les diapos. Non, rien du tout. Ah, oh là là. Il y a beaucoup de messages. Attendez, je vais corriger tout ça maintenant. Attendez, excusez-moi. Hein. D'accord. Je me suis vraiment... Vous auriez dû me le dire, hein? Je vais essayer de résoudre ça maintenant. Hmm. Alors, Un moment, s'il vous plaît, je reviens. J'ai pas encore levé la séance, hein, je reviens. Je vais essayer de régler ça maintenant.
Alors voilà, j'ai réglé ça, j'avais complètement oublié. Regardez, ça va maintenant. Je pense que vous avez le fichier maintenant. Regardez, Non, madame. essayez de me répondre, s'il Rien. vous plaît. On ne voit rien. Non? Attendez, attendez. On ne voit pas. D'accord, ça marche. Ça va maintenant? Regardez, si ça va. Oui, madame. Ah, ben ça va, merci bien. Ben, c'est dommage, hein, vous ne l'avez pas dit. Pourquoi vous ne l'avez pas dit? Fallait insister. Donc, voilà, vous avez maintenant, vous voyez bien? Ah, ben ça va alors. Donc, voilà, vous avez ben, il fallait me le dire. Je suis désolée, hein, j'ai complètement, je pensais l'avoir fait. Donc, voilà, je vous laisse ce fichier-là, hein, et pour la prochaine fois, je vais essayer comment dire, d'établir, d'ouvrir une foire aux questions, hein, un contenu foire aux questions. Et puis voilà, je vous laisse donc. Vous avez normalement la séance, vous avez le fichier 1 et le fichier 2. Ça va? Vous avez le fichier 1 et le fichier 2. Donc maintenant, nous avons vu le marché. Vous avez l'exercice à faire si vous voulez le faire, et puis vous pouvez travailler. Euh, donc je vous donnerai par la suite, je vous donnerai quelques exercices, hein, la prochaine fois, et nous attaquerons le produit. Voilà. Ça sera l'objet de la séance prochaine. D'accord? Voilà. Donc, vous avez fichier 1, l'introduction, fichier 1 au marketing de base, fichier 2, le marché, qui est le thème 1, et il y aura le thème 2 qui sera le produit. Ça va? J'essaierai si j'arrive à le faire, je vous le donnerai en avance. Comme ça, vous pourrez l'étudier avant la prochaine séance. D'accord? Eh bien, sur ce, je vous remercie. Sur ce, je vous remercie. Et bon, je vais essayer de voir un petit peu ce que vous m'avez écrit. Je vais essayer d'y répondre. D'accord?
Et donc, je vous remercie, je vous remercie de votre attention et vous remercie de votre attention et à la prochaine séance. Merci bien. Au revoir. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Donc, au revoir à la prochaine séance, si vous voulez bien. Au revoir.